Bonjour, tout d'abord, j'aimerais te remercier au nom de Sciences Po de participer à ce cycle d'entretiens portant sur la santé. Aujourd'hui, nous nous intéresserons particulièrement à la santé mentale des étudiants. Tu es le président de Nightline France, une association créée en 2017 et qui offre un service d'écoute nocturne gratuit et confidentiel pour les étudiants de 21h à 2h30 du matin dans 4 villes, Paris, Lyon, Lille et Saclay. Au-delà des services d'écoute nocturne, vous menez également des actions de prévention auprès de plusieurs établissements d'enseignement du supérieur pour déstigmatiser les questions liées au bien-être mental et libérer la parole sur ces sujets sensibles que sont les tentatives de suicide, le harcèlement ou encore la dépression, pour n'en citer que quelques-uns. Au cours de cet échange, nous tenterons de dresser le tableau de la situation en abordant quelques problématiques importantes et nous essaierons de réfléchir à quelques solutions à adopter. Pour commencer, pourrais-tu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a poussé à t'engager auprès de Nightline? Bonjour, merci beaucoup. Je suis du coup étudiant, j'ai 24 ans. Je suis passé par le collège universitaire de Sciences Po à la sortie du bac. Je suis maintenant à Polytechnique en dernière année. J'ai rejoint Nightline il y a un peu plus de 2 ans comme bénévole écoutant. Ça veut dire que du coup, je prenais des appels les nuits au téléphone, comme font nos bénévoles maintenant dans le service d'écoute. Et depuis mai dernier, je suis le président de l'association nationale Nightline France, donc qui coordonne les services d'écoute dans les villes où on est implanté et qui coordonne les actions de l'équipe salariée sur les questions de santé mentale étudiante. En juillet dernier, une enquête publiée par la FAGE, le premier syndicat étudiant, nous apprenait que 2 tiers des étudiants ressentaient le besoin de se confier à quelqu'un et que 23% de la communauté étudiante avait déjà eu des idéations suicidaires. Aujourd'hui, quels seraient les problèmes majeurs auxquels la communauté étudiante doit faire face? Alors aujourd'hui, disons qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a effectivement une situation qui est installée depuis longtemps, qui est un niveau de détresse psychologique important, voire très important chez les étudiants, comme tu viens de le mentionner. Et la deuxième chose, c'est l'impact de la crise sanitaire. Donc la situation était déjà assez dramatique avant. Mais ce qu'on voit, c'est que bon, il y a différentes études qui sont sorties, notamment celle-là par la FAGE, qui montrent que les idéations suicidaires, que le niveau de détresse psychologique augmente et d'une manière qui fait que y a les services de soutien qui sont disponibles pour les étudiants ne sont plus du tout en état de répondre à cette demande de fragilité psychologique. Ensuite, ce qu'on voit dans le service d'écoute, nous, en termes de détresse, il y a plusieurs aspects. Ce qui revient le plus, c'est les problèmes relationnels, les problèmes de solitude, les problèmes d'angoisse liés aux études, les angoisses par rapport à l'avenir. C'est les critères qui reviennent le plus. On a environ 10% des appels qui parlent de suicide. Donc, c'est aussi un taux qui est assez élevé qui dit quand même quelque chose sans forcément vouloir être représentatif, mais qui dit quand même quelque chose du niveau de détresse. Mmh. Oui, tu as parlé de la crise sanitaire, donc ça me permet de rebondir. Durant ces dernières semaines, nous avons pu lire plusieurs articles de presse à ce sujet. D'ailleurs, une tribune publiée par Le Monde le 16 novembre dernier affirmait d'une part que, je cite, «Le monde étudiant souffre en silence» en raison des effets des confinements successifs dont tu as parlé, et d'autre part que le système de soutien psychologique était déjà à bout de souffle. Que penses-tu de ces propos? On a publié une tribune dans Le Monde, je pense que c'est à celle-là que tu fais référence, Oui. donc qui a été rédigée par nous à Nightline, qu'on a fait co-signer par un certain nombre de présidents d'universités et de directeurs de services de santé universitaires avec lesquels on travaille pour montrer qu'il y avait un décalage énorme entre le niveau de détresse des étudiants et la façon dont c'est pris en charge par les pouvoirs publics. Et en particulier, donc pour être un peu plus précis, il s'agit des services de santé universitaires euh, qui, euh, qui ont des emplois de psychologues, mais très très peu. Ce qu'on a montré dans la note qui, du coup, nous a permis de faire cette tribune, c'est qu'il y a un psychologue pour 30 000 étudiants en France,
que ça représente 25 fois moins que les recommandations internationales, que ça représente environ 10 fois moins que les homologues internationaux où on a pu accéder aux données. Donc il y a un décalage qui est énorme et qui est incompréhensible entre voilà, ce tiers des étudiants qui peut être en état de détresse psychologique maintenant et un psychologue pour 30 000 étudiants qui est là pour les prendre en charge. C'est une situation qui est très variable, qui dépend des établissements, entre école et université. D'ailleurs, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Enfin, ça dépend beaucoup des dispositifs qui sont mis en place au cas par cas. Mais même dans les établissements les mieux lotis, on n'est déjà pas à des taux qui sont très satisfaisants. Et en moyenne, c'est vraiment dramatique. Donc cette tribune qu'on a fait, elle était aussi pour montrer que, certes, sur le terrain, on a le sentiment souvent en parlant avec les professionnels de la santé mentale étudiante qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas assez de moyens, mais on n'en avait pas la preuve. Avec ce travail, ça nous apporte des éléments chiffrés qui montrent qu'il y a vraiment un décalage énorme et que ce n'est pas simplement lié au fait qu'il y ait trop d'étudiants qui consultent aujourd'hui ou hier, mais qu'il y a un manque qui est désespérant en termes de moyens accordés à la santé mentale étudiante. Et donc, ce n'est pas pour rien que ensuite la détresse s'installe et peut dériver dans des maladies psychiatriques, puisque les trois quarts des maladies psychiatriques sont repérées avant l'âge de 24 ans. Mhm. Donc, c'est vraiment le moment des études qui est complètement décisif. Et s'il n'y a pas de prévention primaire pour les étudiants qui ne vont pas bien, et ben finalement, la situation peut dégénérer si ces étudiants n'ont pas la chance de pouvoir retrouver une situation stable, des gens à qui parler et un accompagnement avec leurs proches. Mais pour certains, il y a besoin d'un accompagnement professionnel et c'est ça qui manque. Je suppose que les étudiants ont davantage recours aux dispositifs mis en place par Nightline avec cette période de confinement. Est-ce que vous avez pu noter une récurrence dans les thèmes des appels? Alors, ce qui est intéressant de voir dans les statistiques de notre service d'écoute, c'est justement que les thèmes des appels qui reviennent le plus n'ont pas changé. Et finalement, c'est toujours les problématiques un peu existentielles de la vie des étudiants qu'on avait avant le confinement qui sont toujours là, qui sont les problèmes relationnels, amoureux ou amicaux, les problèmes de solitude, les problèmes liés aux études. Et ces problèmes sont toujours là. Ils ont un peu changé de couleur avec les confinements successifs et puis avec l'impact du Covid de manière générale. Et oui, on voit des évolutions avec ça, parce que c'est sûr que chercher un boulot maintenant, c'est différent. Chercher un job étudiant maintenant, c'est différent. Chercher un amoureux ou une amoureuse maintenant, c'est différent. Mais c'est toujours ces thèmes-là qui travaillent un peu toutes les vies étudiantes. Et donc, je me joins à ce constat en tant qu'étudiant moi-même et avec tous nos bénévoles qui prennent les appels, qui le sont aussi. C'est quelque chose qu'on ressent dans nos expériences propres, qu'on voit dans le service d'écoute tous les soirs. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer. Donc ces problématiques sont là et finalement, elles sont rendues beaucoup plus lourdes par la période, mais c'est toujours bien ces mêmes thèmes qui reviennent. Mhm. Et parmi les personnes qui vous appellent, est-ce que vous avez les statistiques de ceux qui consultent? Alors, il y a un certain nombre de personnes qui nous appellent qui sont déjà suivies euh, D'accord. par des professionnels de la santé mentale. Il y en a d'autres qui ne sont pas suivis, mais qui voudraient être suivis. Donc, on les oriente vers les structures qu'on connaît, où ils peuvent avoir des temps d'attente qui ne sont pas trop longs. Mhm. Donc, c'est très variable. On a la plupart enfin, les appelants sont anonymes. Donc, pour la plupart du temps, on ne sait pas si la personne ne nous le dit pas. Donc, on ne peut pas avoir de chiffres là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que la plupart des personnes ne savent pas comment consulter un psychologue de manière gratuite quand on est étudiant, alors que des structures existent. C'est notamment pour ça qu'on a créé le site soutien-étudiant.info, qui recense un peu toutes les structures possibles, qui permettent à peu près n'importe quel étudiant de consulter la liste des structures qui lui sont accessibles gratuitement. Mais très peu de gens, il y a à peu près 10% des étudiants qui savent ce que c'est qu'un BAPU, un bureau d'aide psychologique universitaire. C'est très peu, mais en même temps, les BAPU ont souvent plusieurs mois d'attente. Donc, on peut comprendre aussi qu'ils n'ont pas forcément envie d'être plus connus, étant donné ils ont déjà beaucoup de mal à prendre en charge les personnes qui les contactent. Euh,
Et voilà, donc en fait, la situation est un peu bloquée d'un point de vue des services de soutien parce que ceux qui sont publics sont surchargés et après, il y a ceux qui sont privés, mais bien sûr, ça pose tout de suite des questions d'accès aux soins et d'inégalité. Donc, c'est super important pour nous qu'il y ait une prise en charge d'un point de vue des structures publiques, mais comme on l'a montré dans le rapport et dans la tribune, on est encore très loin de pouvoir prendre en charge l'ensemble de la détresse étudiante. Mmh. Pour, clore le sujet, quel dispositif d'amélioration pourrait être mis en place d'un point de vue institutionnel selon vous pour, pallier ces problématiques? La première chose, c'est de recruter massivement des psychologues dans les établissements d'enseignement supérieur, les universités et les écoles. On a en moyenne aujourd'hui un psychologue pour 30 000 étudiants. Dans le rapport que Nightline a publié, on préconise de passer à 1 pour 5 000 d'ici 5 ans, de manière à se rapprocher des recommandations internationales qui sont à 1 pour 1000 à 1500. Première chose. La deuxième, c'est d'accompagner cette équipe de psychologues avec du personnel administratif formé pour prendre en charge, hiérarchiser les demandes de manière à faciliter l'accès aux soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le métier de psychologue, donc c'est un sujet un peu plus technique, mais le métier de psychologue au sein des services universitaires en particulier, et encore plus dans les écoles, est peu valorisé. Il n'y a pas de grille salariale, il y a peu d'embauches stables. Ce n'est pas une position qui est forcément hyper attractive. Donc, ça pose un deuxième problème structurel au-delà de la question des fonds sur le fait qu'il n'y ait pas grand monde qui s'y presse. Il y a très peu de psychologues qui sont en temps plein sur ces postes-là. Souvent, il y en a plusieurs qui tournent, qui font une demi-journée ou une journée. Donc, encore une fois, ça ne facilite pas l'accès aux soins. Et enfin, la dernière chose qui ne relève pas forcément d'une action ponctuelle, mais c'est la question de la stigmatisation de la santé mentale, qui est très forte, qu'on perçoit beaucoup à travers le service d'écoute, et qui fait que encore énormément de personnes ne parlent pas de leur santé mentale, ne parlent pas quand ça va pas, ne parlent pas à leurs proches, et ça fait que progressivement, les difficultés peuvent s'envenimer et rester à l'intérieur, et ça peut être quelque chose qui est douloureux. Donc, notre message à Nightline, c'est parlez-en à nous, à n'importe qui, à vos proches, à vos amis, à vos parents, à votre famille, mais parlez-en, et en parler, c'est déjà commencer un petit peu à se décharger et peut-être à trouver des solutions, mais ce n'est pas forcément le but premier, et c'est déjà important de trouver des manières de vivre de manière un peu plus apaisée sa santé mentale, surtout dans la situation actuelle, donc parlez-en. Eh beh, écoute, merci beaucoup pour, ce message que je pense qu'on arrive, à terme de notre échange. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou? J'ajoute la dernière chose, c'est que nos lignes d'écoute sont ouvertes tous les soirs, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de parler de tout, de rien, de n'importe quoi. Donc, il y a un service au téléphone et un service par chat. Toutes les informations sont sur nightline.fr. Et pour les personnes qui cherchent à consulter un psychologue gratuitement et qui sont étudiants, je vous invite à rejoindre le site soutien-étudiant.info, où on recense tous les services qui restent ouverts pendant le confinement. Et donc, vous pourrez normalement trouver facilement le contact si vous avez besoin, l'envie ou la nécessité d'être suivi de manière plus durable. Merci beaucoup.